Bonjour, merci d'être venu participer à notre webinaire de restitution du projet Bio-Viande. Donc effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de viande, de ruminants bio à base d'herbes sur le Massif central, vous présenter les résultats du projet Bio-Viande et ainsi discuter de l'avenir de ces filières. Alors, les intervenants au cours de ce webinaire, on va être assez nombreux. Donc, vous avez ici sur l'image tous les noms des intervenants ainsi que leur structure et on va prendre la parole à tour de rôle. Vous aurez aussi à la disposition un booklet pour pour pouvoir réagir en direct au fur et à mesure des diapositives et noter et faire savoir vos réactions ou poser vos questions. Donc voilà, vous avez ici toutes les instructions pour vous connecter à ce booklet. Notre webinaire va se dérouler en 2 temps. Premier temps, sur le résultat du projet Bio-Viande, ainsi qu'un temps d'échange sur ces mêmes résultats. Et puis après, nous parlerons de l'avenir des filières de ruminants bio à base d'herbes du Massif central. Alors, le projet BioViande, c'est un projet qui avait comme objectif de travailler sur la question de comment mieux valoriser les viandes de ruminants bio à base d'herbes du Massif central via des filières durables, équitables, rémunératrices et qui sont aussi atouts pour le développement et la préservation de nos territoires. Pour cela, ce projet Bioviande a été réfléchi en 2 tranches la première a commencé en 2018 et puis, la tranche 2 se finit là maintenant, mi-2023. C'est un projet multi, acteurs qui pour vous en montrer l'importance de ce collectif, vous avez ici, à l'écran une présentation des partenaires financés de la tranche 2 du projet. Ce projet a été financé dans le cadre de la convention, Massif central et puis, nous avons travaillé sur différents sujets, différents thèmes clés, bien sûr, nous avons parlé de viande, de bovins, d'ovins, d'herbes, d'offres, de marchés, d'avenir. Donc voilà, nous allons vous présenter aujourd'hui les résultats clés de tout ce travail, en se focalisant sur les résultats de la tranche 2 du projet Bioviande. Avant de passer à la phase présentation ces résultats, d'abord quelques mots rapides sur notre logique de travail. Pour nous, l'hypothèse qu'on a faite, c'est qu'il fallait travailler, conforter la production et aussi travailler sur une meilleure articulation entre le maillon amont et le premier maillon aval. Et cette bonne articulation entre ces 2 maillons était la base pour des filières viande de ruminants bio, à base d'herbes durables et atouts pour le Massif central. Pour ce faire, nous avons, souhaité travailler sur comment mieux connaître, les systèmes de production, pour mieux les conseiller aussi, aussi bien au niveau technique, aussi les mieux informer sur les demandes du marché. Et puis aussi, pour ce qui est de la meilleure articulation entre amont et premier maillon aval, nous avons aussi travaillé à mieux connaître, à travailler aussi, nous avons aussi beaucoup, travaillé ensemble pour construire des outils, des méthodes, des propositions pour l'avenir, ce que nous allons vous présenter. Ceci s'est concrétisé via 5 grandes thématiques de travail. La première, mieux comprendre les élevages du Massif central et leur viande, du moins la qualité des carcasses qui étaient produites issues de ces élevages. Mieux connaître la demande des filières ou encore la perception de ces viandes par les distributeurs ou les consommateurs. Mieux comprendre les stratégies de vente des producteurs. Enfin aussi, pardon, s'outiller pour renforcer l'adéquation entre marché et production de viande issue du Massif central, en particulier là sur les bovins allaitants, et puis donc travailler pour l'avenir de ces filières. Nous allons donc passer sur la phase présentation de résultats. Euh, donc pour ces résultats clés, nous allons commencer par le premier thème de travail, mieux connaître les élevages du Massif central et les viandes produites. Donc ce grand thème de travail, il y avait 4 thématiques. Il y avait, la question du fonctionnement et des performances de système, la qualité des carcasses qu'ils produisaient, les trajectoires en lien à la conversion de ces systèmes et puis aussi il y avait un volet expérimental en lien avec le dispositif Salamix, une expérimentation système pilotée par l'INRAE. Salamix voulant dire système d'élevage allaitant herbagé adapté, le système génétique et mixer les espèces pour renforcer leur durabilité. Nous allons pas aborder ici les résultats de Salamix, vous pouvez les retrouver, sur le lien qui est indiqué ici. Alors du coup, nous allons passer donc sur la question du fonctionnement et des performances des systèmes. Donc, vous voyez, vous avez en haut à droite un petit picto, tranche 1, tranche 2. Vous verrez, suivant lesquels, ça vous permettra de situer quand est-ce qu'ont été faits les travaux. Donc, en tranche 1, nous avons beaucoup travaillé sur la question plutôt technique. Comment
il fonctionnait le système pour engraisser, comment ils arrivaient à finir les bovins et les ovins, la majorité à l'herbe, quels étaient les grands éléments de stratégie, de choix d'agriculteurs. Ça nous a amené à un certain nombre de livrables qui ont été présentés à la fin de la tranche 1. Donc, par exemple, produire une fiche technique sur la question de produire les agneaux à l'herbe avec un maximum de concentré. Pardon, minimum de concentré. Voilà, ma langue qui fourche. Merci. Et puis, donc, du coup, vous pouvez retrouver ces livrables-là sur le site du Pôle Bio avec la page projet Bioviande. Donc voilà, une liste des livrables créés là-dessus sur cette question issue de la tranche 1. Des livrables qui sont sous différentes formes, des programmes ou des fiches techniques à destination des conseillers, des producteurs ou encore, pourquoi pas, de l'enseignement. Voilà. Et puis donc, la tranche 2 s'est beaucoup focalisée sur la question de la performance, de l'évaluation de la performance des systèmes de production. Et nous allons faire un petit focus sur certains de ces résultats. Ce travail s'est surtout centré sur les bovins. On a des données recueillies en ovins qu'on continue à traiter. Voilà, aujourd'hui, nous allons vous parler de bovins. Et donc, qui c'est qui prend la parole entre Christelle et Bastien? Bastien, peut-être? Je ne sais plus. Sur la partie plutôt environnementale avec Bastien. Donc je commence, en fait, on avait la chance d'avoir plus de 28 fermes étudiées. Donc on en a sur l'échantillon bio-viande, hein, donc c'était des exploitations qui ont été choisies, donc naisseurs-engraisseurs, c'est-à-dire qui finissaient le maximum d'animaux, que ce soit des mâles et des femelles, à l'herbe, donc en utilisant le minimum de concentré. Donc ça, c'est ce qu'on va voir, c'est qu'on est à un niveau de 313 kg de concentré par UGB, ce qui est très très faible pour produire des mâles. Et pour pouler un petit peu et avoir un échantillon plus grand, on a adossé les résultats des fermes, des 19 fermes bovins viande qui sont suivies dans le projet toujours du pôle massif central collectif bioréférence, pour qu'on ait donc 28 fermes. Et vous voyez qu'on est aussi dans ces fermes-là assez innovantes puisqu'elles ont une consommation de concentré qui reste toutes assez faible. Donc on a là-dedans des populations de naisseurs-engraisseurs de bœufs, de veaux et des systèmes plutôt diversifiés qui vont faire un petit peu les trois choses. La grande catégorisation en fait, de cet échantillon qu'on a pu pouler parce que les caractéristiques étaient somme toute assez proches. Hein. Donc en fait, c'est bien les mêmes leviers qui sont activés, hein, avec un chargement inférieur à 1, une autonomie fourragère dans les deux cas qui dépassait les 95%, et une grande part d'herbe. Vous voyez que le camembert, c'est essentiellement du vert. Hein. Très peu d'autres choses qui sont les cultures, voire des cultures fourragères autoconsommées. Voilà. C'est notre échantillon de base. Bastien. À toi, je crois, Bastien. Alors du coup, comme on l'a vu, donc très peu de différence entre cet échantillon bio-viande et bioréférence, et on a donc décidé donc, de pouler nos deux échantillons pour créer un indicateur qui discrimine le degré de valorisation de l'herbe en fonction des élevages. Donc c'est un indicateur qu'on a créé à partir de 3 variables qui sont représentées ici, les concentrés distribués, la part d'herbe dans les fourrages et puis la part des fourrages conservés distribués. Et donc à partir de ces trois ces 3 variables-là, on a créé un indicateur qui nous permet voilà, de créer 4 classes de taille égale. Donc dans chaque classe, on a 25% de l'échantillon. Et on voit là sur ces graphiques que du coup, voilà comment varie cet indicateur à l'herbe en fonction de ces paramètres. Donc on voit que les classes 4 ont plus de concentrés distribués par UGB, et voilà, ainsi de suite. Alors c'est vraiment une variable qu'on a utilisée comme variable descriptive par la suite, un peu pour voilà, discriminer les différences entre nos systèmes en fonction des dimensions qu'on a cherché à regarder derrière. Et également et préciser aussi que cet indicateur il est relatif, c'est-à-dire qu'il est propre à l'échantillon qu'on a étudié aujourd'hui, et du coup voilà, on a les 25 fermes qui valorisent le plus l'herbe dans la classe 1, et puis les 25% qui valorisent le moins l'herbe dans la classe 4, mais du coup si on avait considéré un autre échantillon, on aurait probablement des résultats différents. Diapo suivante du coup sur la partie économique, peut-être Christelle. Voilà. Donc on a sur le graphique, donc en abscisse, vous avez
l'efficacité qui est traduite par l'excédent brut d'exploitation sur le produit brut. Et puis, en ordonnée, le revenu disponible en euros par lémo. Et donc, en fait, on voulait dispatcher un petit peu les exploitations en posant leur couleur, la plus forte valorisation de l'herbe à la moins forte valorisation de l'herbe. Et on s'aperçoit que si on regarde les points verts, on est grosso modo sur une efficacité qui dépasse les 35%. Et qu'il y a un petit nuage rouge d'exploitations qui vont se retrouver, à contrario, en dessous des 30% et en dessous des 20 000 euros. Donc, on va avoir, alors il y a différentes explications possibles. Il faut se redire qu'on est sur des données où en fait on a des estimations. Là, on a travaillé sur l'année 2020, qui était une année vraiment atypique, puisqu'elle fait, en fait, il faut se remettre dans le contexte du Massif central, 3 années fortes de sécheresse, donc une résilience des exploitations qui a été mise à mal au bout de 3 années, donc des exploitations qui étaient efficientes et autonomes en 2018 et qui, au fil des sécheresses successives, ont perdu un petit peu d'autonomie, donc qui ont dû avoir recours à un peu plus d'achats de concentrés, donc des charges un peu plus élevées, sans forcément avoir des produits supplémentaires et donc du coup un revenu un petit peu en recul. Voilà. Et on a des exploitations qui du coup ont changé aussi de stratégie et ont un petit peu décapitalisé pour retrouver un petit peu cette autonomie, voire ont agrandi les surfaces, notamment en herbe, pour justement augmenter en fait les surfaces. Donc il y a eu des charges un petit peu qui sont arrivées en plus et qui ont pu un petit peu dégrader le revenu disponible. Mais si on doit comparer au conventionnel, on reste dans des revenus disponibles qui sont au-dessus des systèmes naisseurs et naisseurs-regresseurs conventionnels de la région et du massif. Avant de poursuivre, je veux savoir s'il n'y a pas de problème de fond, ça va pour tout le monde. N'hésitez pas à lever la main si vous avez une difficulté d'en savoir. Donc en plus de la dimension économique, on a cherché à regarder comment se positionner donc les systèmes bovins allaitants étudiés par rapport à différentes dimensions environnementales. Premier enjeu, le changement climatique, avec un enjeu autour de l'atténuation, donc la capacité de ces systèmes à réduire les émissions pour produire une unité, ici 1 kg de viande vive. Alors l'évaluation s'est faite avec l'outil K2R, un outil majoritaire qui est développé par l'Institut de l'élevage avec un niveau simplifié, voilà, qui permet de prendre en compte les flux sortants, les émissions de gaz à effet de serre et les flux entrants, donc le stockage de carbone estimé donc, pour différents types d'occupation des sols, des prairies permanentes, des cultures arables en rotation et les haies. En moyenne, sur l'échantillon, on a donc des systèmes étudiés, les sorts-engraisseurs, on a une empreinte carbone qui est de 12 kg équivalent CO2 par kilo de viande vive. On les représente ici en fonction des différents systèmes. L'idée, c'était de pouvoir la comparer donc, avec des références disponibles au niveau national en conventionnel. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des références, on a des émissions, des empreintes carbone qui sont comparables aux références nationales en conventionnel. Pour les différents systèmes, ce qui en soi est une bonne performance quand on exprime ces émissions par unité produite, puisque on sait que l'expression par unité produite elle a tendance à favoriser des systèmes plutôt productifs et intensifs, au détriment voilà, des systèmes extensifs, dont les systèmes en agriculture biologique. Tout simplement parce que le volume d'émissions est dilué dans une plus grande quantité d'unités produites. Alors, diapo suivante, on a représenté toujours cette empreinte carbone exprimée donc en kilo équivalent CO2 par kilo de viande vive, mais en fonction de notre typologie, donc voilà de l'indicateur présenté précédemment. Ici, on s'attendait à avoir des émissions, une empreinte carbone plus faible dans le cas de nos systèmes qui valorisent l'herbe, à 2 titres, les émissions évitées par les économies et les plus faibles consommations d'intrants, et puis un effet stockage de carbone par les prairies permanentes. Il se trouve qu'on observe donc une tendance, plus le degré de valorisation de l'herbe est élevé, plus on voit que cette empreinte carbone nette elle a tendance à être plus faible. Voilà, on parle de tendance. On pourrait s'attendre à des écarts plus importants entre les différentes classes, mais ça tient du fait que l'origine de l'herbe sur les systèmes, elle ne vient pas plus de prairies permanentes sur nos classes vertes que de prairies temporaires. Et les coefficients de stockage qui sont appliqués sont très différents entre une prairie permanente et une prairie temporaire.
Donc ici, ce qui regroupe un peu et qui rapproche nos systèmes, c'est le fait qu'il n'y a pas plus d'herbe qui vient de prairies permanentes finalement dans nos classes 1 et 2. On a évalué du coup ces systèmes bovins à l'étang bio sur d'autres dimensions, notamment la capacité de ces systèmes à répondre à des attentes sociétales. On sait que les systèmes bovins ont besoin de beaucoup de protéines végétales pour produire une protéine animale. On parle en efficience brute, on dit qu'il faut entre 10 et 15 kilos de protéines végétales pour produire 1 kilo de protéines animales. Mais dans toutes ces protéines végétales qui sont distribuées aux bovins, une grande partie n'est pas en compétition avec l'alimentation humaine. Et c'est ce que cherche un peu à regarder cet indicateur, donc, qui s'appelle l'efficience protéique nette. Alors sur ce graphique, du coup, on a représenté nos différents systèmes. Sur l'axe des abscisses, on retrouve la part des protéines de la ration qui rentre en compétition avec l'alimentation humaine. Et ce qu'on voit déjà au niveau de notre échantillon, c'est qu'on a moins de 7% de la protéine qui est distribuée aux bovins, qui rentre en compétition avec l'alimentation humaine. 7%, c'est à peu près la tendance, c'est un peu les repères qu'on a au niveau national également. Et plus on diminue, plus la part de ces protéines de la ration qui rentre en compétition avec l'alimentation humaine diminue, plus on améliore cette efficience protéique nette, ce qui est tout à fait cohérent. Et cet indicateur qui est l'efficience protéique nette, c'est-à-dire la capacité des systèmes à rendre de la protéine disponible pour l'homme, elle a un seuil qui est de 1. Et on considère que les systèmes qui ont une valeur de l'indicateur qui est supérieure à 1 sont des systèmes qui sont des producteurs nets de protéines. Et là, ce qu'on voit, c'est que les systèmes qui sont donc presque 50% des fermes, du coup, enfin pile 50%, mais surtout les systèmes qui appartiennent aux classes plutôt 1 et 2 sont dans la quasi-totalité des systèmes qui sont des systèmes qui tendent à rendre de la protéine disponible pour l'homme. Alors, c'est un indicateur qui est quand même assez récent. On dispose de quelques références, notamment en conventionnel. Donc, les systèmes naisseurs-engraisseurs conventionnels français qui sont évalués nous donnent une efficience protéique nette qui est comprise entre 0,7 et 1, on va dire. Donc, on est vraiment dans des systèmes qui sont plutôt performants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude qui a comparé des systèmes, la combinaison d'un système naisseur massif central et un système engraisseur de Coutard en Italie. Et les systèmes naisseurs conventionnels du massif central, ils ont une très bonne efficience protéique nette de l'ordre de 1,6, 1,8. C'est vraiment la finition qui fait la partie compétition. Mais quand on le conjugue avec l'étape d'engraissement qui a lieu en Italie et qui, pour le coup, a une efficience protéique nette qui n'est pas très bonne, de l'ordre de 0,2, on obtient un total de 0,6. Donc là, quand on compare des systèmes naisseurs-engraisseurs où on a finition sur le territoire, on a une meilleure efficience protéique nette que des systèmes qui vont exporter des broutards et délocaliser une partie d'engraissement en Italie. Diapo suivante, du coup, des livrables. Voilà, différents livrables pour creuser un petit peu. Et, alors, il y a un petit peu de bruit de fond, je ne sais pas trop où ça vient. Alors, sur cette partie, du coup, vous retrouverez différents livrables. On a une synthèse technique, du coup, qui refait le point sur cette évaluation économique, technique et environnementale. Une synthèse technique à destination des conseillers, des producteurs, mais aussi de l'enseignement, notamment par rapport à la plus-value qu'apporte la manipulation de ces indicateurs-là pour évaluer des systèmes allaitants du Massif central. Et puis, voilà, pour les plus téméraires, un accès au rapport, aux mémoires de fin d'études de Simon Brossillon, qui est donc le stagiaire qui a réalisé une grande partie de ce travail-là. Voilà pour les livrables associés à cette partie-là. N'hésitez pas à aller commenter, rajouter des avis, des remarques, des réactions, du coup, là, sur le lien Wootlab que vous trouverez dans le chat qui a été communiqué. Je ne sais plus si on laisse un petit peu de temps pour cette phase-là ou est-ce qu'on continue le dérouler. Est-ce que tu as des réactions particulières à noter sur le Wootlab, des questions d'incompréhension qui sortiraient ou on peut continuer?
Pour l'instant, il n'y a pas de réaction, donc je vous invite à vous connecter. Vous avez le lien dans le chat et vous avez différentes thématiques qui vont s'afficher et qui reprennent les présentations que vous avez, qui vous sont exposées. Ça permet pour nous après de réagir. Là, j'en ai une par exemple qui vient arriver dans l'onglet communication. Donc voilà, donc je vous invite à vous communiquer, soit par votre téléphone via le CAPTCHA, soit vous avez, il y a Marianne va vous remettre le lien tout de suite pour que vous puissiez aussi sur un navigateur standard vous connecter. Et vous pouvez le faire voilà, au fil de l'eau. On ne va pas spécialement faire une pause là. Je vous laisse continuer vos présentations. Une question sur le chat? Il y a juste une question sur le chat d'Anne-Evelyn qui voudrait savoir s'il est possible de mesurer l'empreinte carbone, non pas par unité produite, donc kilo de viande vive, mais plutôt par UTH pour gommer l'effet de dilution des systèmes intensifs. Alors, c'est pas impossible de le faire, hein, c'est tout à fait faisable. On se confronterait à l'absence un peu de référence parce que c'est pas une expression qu'on retrouve et donc du coup voilà. Mais effectivement, ça apporterait une autre clé de lecture. Mais classiquement, c'est plutôt voilà l'unité de surface, donc par hectare, qui est un peu l'autre manière d'exprimer voilà des émissions de gaz à effet de serre. Mais voilà, il y a un débat, à avoir autour des limites de l'unité fonctionnelle qu'on choisit hein, pour évaluer la performance de différents systèmes. Il n'y a pas de consensus, c'est plutôt la nécessaire prise en compte de différentes unités fonctionnelles hein, qui fait qu'on arrive à avoir une lecture un peu plus globale. Voilà, par unité de surface, on a aussi des limites. Par UTH, on en aurait aussi. Donc c'est vraiment un peu la... Il faut simplement penser à présenter des résultats d'évaluation sous différentes unités fonctionnelles qui finalement se complètent et disent pas les mêmes choses. Et il faudra bien aussi, après, c'est toujours le problème lorsqu'on va travailler sur la main-d'œuvre, c'est d'estimer un petit peu la bonne main-d'œuvre, ne pas en oublier. Parce que souvent, est-ce qu'on parle de la main-d'œuvre rémunérée, enfin vraiment des ITH, est-ce qu'on n'oublie pas la main-d'œuvre bénévole? Et on sait qu'on a des systèmes, des fois, qui peuvent pas être très performants, mais quand on le ramène à l'IMO, mais on oublie de compter cette main-d'œuvre bénévole-là. Donc voilà, il y aura toujours des biais qui arriveraient, mais on prend note et on verra si on peut, dans nos prochaines références, sortir ce critère-là par EMO et voir ce que ça donne. Mais on n'aura pas de base, parce qu'en fait, ce n'est pas un critère qu'on utilise facilement. Il y a quelqu'un qui lève la main sur le chat. Oui, bonjour, c'est moi. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour, je suis étudiante en première année à AgroParisTech et je suis arrivée un peu en retard, donc peut-être que vous avez la réponse à ma question a été donnée avant que j'arrive. Mais j'ai écouté votre présentation, monsieur Dallaporta, et je suis étonnée de voir que en fait, les systèmes bio, on observe simplement une tendance de différence et pas vraiment une différence nette avec des systèmes conventionnels. Enfin, en tout cas, j'ai pas senti une vraie différence sur les émissions de... Enfin, oui. Sur cette partie-là, du coup, précisément, c'est ça? Bah, on observe que c'est pas significatif. Je crois. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est le cas plus généralement. Il y a une différence significative entre des émissions de gaz à effet de serre entre bio et conventionnel quand on les exprime par unité de surface. Donc là, ce serait des kilos équivalent CO2 par hectare. Mais par contre, globalement, dans la littérature, l'expression des émissions des empreintes carbone par unité produite, elle montre que les systèmes bio sont en tendance légèrement supérieures aux références conventionnelles ou équivalentes. Supérieur en performance ou en émission? En émission. D'accord, ok. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais pour nous, lorsqu'on a travaillé dessus avec Bastien, c'était une bonne surprise d'avoir la situation de nos élevages bio à ce niveau-là. Parce que finalement, ramené à des ateliers conventionnels, il y a moins de kilos produits. La productivité est plus faible. Donc, notre diviseur est plus faible. Donc, on s'attendait à avoir des émissions plus fortes. Et en fait, finalement, non. Donc,
Donc, c'est ça qui est important pour nous, qui est une bonne nouvelle en soi. Et c'est pour ça qu'on a repositionné vraiment nos données que l'on a avec nos projets, où finalement, on a des exploitations qui valorisent l'herbe, qui sont économes en utilisation de concentré, hein, et qui en même temps finissent le maximum d'animaux, à la fois des mâles et des femelles. On n'a pas pris des naisseurs qui vendaient des broutards, mais des exploitations qui valorisent le maximum d'animaux sur le territoire. Donc d'avoir des positionnements finalement qui sont bien positionnés par rapport au conventionnel, c'est un vrai résultat en soi. Bon, on est sur un petit échantillon, mais on a quand même de belles tendances. Voilà. D'accord, ok. Et c'est pas paradoxal de faire du bio qui finalement produit plus de gaz à effet de serre? J'imagine qu'on peut pas compter que là-dessus et je reconnais les bienfaits du bio. Euh, mais si on prend le seul angle des gaz à effet de serre, bah, le bio est peut-être pas la bonne solution. Après, on a l'effet diviseur, hein. C'est pour ça qu'on l'a bien replacé. C'est un des critères et c'est replacé dans l'ensemble de la durabilité. Et en fait, on est sur des systèmes qui sont assez extensifs. On l'a dit, on est à un changement de moins de 1 déjà. Donc, on a peu de kilos quand même, et somme toute, peu de kilos produits au regard des systèmes conventionnels. Donc, après, il faut regarder aussi, on est sur des systèmes qui permettent aussi à l'éleveur de se rémunérer. Hein, donc, parce qu'ils sont économes sur tous les points de vue, sur les bâtiments, grosso modo sur des charges méca. Donc voilà. Merci beaucoup. Si je peux me permettre, là, ce n'est pas les produits, les systèmes bio qui sont plus émetteurs, c'est les systèmes bio qui ne sont pas plus émetteurs, malgré tous les avantages environnementaux qu'ils peuvent avoir à côté. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. C'est au contraire que par unité de surface, ils sont moins émetteurs, et même par unité de produit, ils ne sont pas plus émetteurs. Donc, c'est l'inverse, en fait. Donc, les systèmes bio sont vraiment intéressants, et nous, on craignait que ce soit effectivement par unité de produit, que ce ne soit pas forcément si bien, mais à l'herbe, c'est vraiment intéressant. On peut me lever, mais après, on va passer au sujet suivant, parce que ce n'était pas l'objet d'échanger là-dessus, on va aussi passer. Alors, vous en prie, quand vous ne chantez pas de l'opération. Oui, Marie Redon de Bio63, c'était simplement pour réagir aussi à cet échange-là, où il ne faut pas oublier que sur les systèmes conventionnels, en fait, la méthode du bilan carbone, elle ne prend pas forcément en compte, ça a été un petit peu dit par rapport au système Nesser, qui finalement, on a des systèmes taurillons qui sont engraissés, par exemple, en Italie, où finalement, la pollution et les émissions de gaz à effet de serre, elles sont externalisées et elles sont sorties de la méthode et non prises en compte. Où en fait la méthode se centre vraiment sur la ferme, mais on ne regarde pas forcément qu'est-ce qui se passe avant et qu'est-ce qui se passe après. Et entre des systèmes bio, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la ferme, et des systèmes conventionnels où il y a beaucoup de choses qui se passent avant et beaucoup de choses qui se passent après. Mais finalement, il y a aussi le biais de la méthode qui intervient pour, entre guillemets, défavoriser les systèmes bio aussi. Une dernière remarque, Marianne? Oui, c'était juste pour dire que le tableau en ligne, il commence à se remplir et rappeler les objectifs de ce tableau, c'est bien de faire des propositions, des remarques, mais pour construire éventuellement une prochaine tranche bio-viande. Donc, les remarques par rapport à ce qui a été présenté, il faut les mettre dans le chat. Donc, je vais supprimer une remarque qui a été faite dans le tableau. C'est bien les questions, c'est dans le chat. Les remarques, comme quoi c'est intéressant, c'est dans le chat. Et après, les propositions, on fait ça sur ce tableau partagé. Merci. Merci Marianne. Et on va continuer. Comme quoi, et un tout petit complément pour compléter ce que disait Marianne, en 2 secondes, vous avez aussi des interactions suite aux questions qui ont été posées dans le tableau. Donc, allez regarder, vous aurez des compléments d'information. Parfait. Donc voilà, maintenant, on va passer donc du coup à la question de la qualité des carcasses. Et pour te répondre, j'ai une question à côté de moi. Non, je ne peux pas t'aider. Voilà, tu poses des questions à... Voilà, donc qualité des carcasses. Donc du coup, effectivement, il y avait des questions aussi qui interrogeaient régulièrement les acteurs, les producteurs et surtout les acteurs metteurs en marché. C'était la qualité des carcasses produites de ces systèmes qui valorisent autant l'herbe en bio. Et donc, du coup, on a eu un gros travail sur la question de l'adéquation entre l'offre de ces systèmes-là et l'adéquation avec la demande. Et donc voilà, pour aussi cette évolution-là du niveau de finition avec la conversion des fermes en bio.
Alors du coup, c'est peut-être toi qui commence, je continue, chère Christelle. Oui, donc là, en fait, ce qu'on a fait par rapport au projet Bio-Vianda, on avait déjà commencé, et un des enseignements, c'était de se dire, finalement, on sait qu'on a des exploitations qui utilisent très peu de concentré pour finir les animaux, que les animaux vont bien finir en boucherie. Mais en fait, la question qu'on avait et les remontées qu'on pouvait avoir des gens des filières, c'était de dire les animaux qui sont produits en bio, en fait, ne correspondent pas aux attentes de la filière. Donc, on a eu la chance... parce que maintenant on a des liens aussi plus faciles avec Normabev, de pouvoir au moins sur les élevages qu'ils pouvaient et qu'ils voulaient bien reprendre en fait leurs données d'abattage et les comparer en fait les poulets. Donc on a regardé en fait dans 117 vaches que l'on avait dans notre échantillon, quelles étaient la conformation, est-ce qu'elles étaient adaptées ou pas aux attentes de la filière. Parce que en fait dans le premier projet Bio-Viande, on avait commencé à travailler avec l'ensemble de la filière pour dire, bah voilà, pour chaque catégorie animale, quelles sont en fait les attentes en termes de conformation, de poids, d'agrandissement et de couleur pour les veaux. Donc on a repris ces fiches et on a repositionné, en fait, ça correspond aux encadrés, et on a repositionné en fonction de la conformation, de l'état d'engraissement et du poids de carcasse. Et vous voyez qu'en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a 84% des animaux des 117 vaches qui correspondent en fait aux attentes de la filière. Donc, c'est les bâtonnets en bleu foncé. Et par contre, on va avoir les petits bâtonnets bleu ciel qui, eux, sont les animaux qui sont partis en vente directe. Donc, finalement, ce qui ne va pas ce qui sort du cadre, on s'aperçoit que les éleveurs ont diversifié leurs sources de commercialisation et vont les vendre en filière directe. Donc, ça ne vient pas, entre guillemets, pénaliser la filière longue. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a pu objectiver. On le disait, mais voilà, donc on a des chiffres objectifs. Et en fait, on va retrouver les mêmes tendances chez les vaches finies, pour les génisses et pour les bœufs. Voilà, donc on a bien cette forte correspondance entre les attentes et en fait, la production, ici. Et on a juste un bémol, juste pour finir, après c'est bien qu'on passe sur cette diapo-là, sur les veaux, où en fait on a un problème sur la couleur, parce que souvent on n'arrive pas à générer la couleur souhaitée par la filière, c'est un peu le petit bémol. Voilà. Donc aussi très rapidement, ce qui est cette question d'adéquation des carcasses à la demande, on l'a étudié aussi sur un autre échantillon de fermes qui ont été suivis et analysés pour leur trajectoire depuis la conversion. Et on voit bien que le taux de finition évolue au fur et à mesure de la trajectoire. Ça demande un certain savoir-faire, donc les faire aussi évoluer le système. Donc là, vous avez le cas, par exemple, chez les bœufs plutôt en race rustique, mais en gros, effectivement, on voit bien que la grande variation à retenir, c'est qu'effectivement, la conversion n'a pas forcément un impact sur la qualité des viandes, des vaches. Par contre, pour ce qui est des mâles, puisque vous verrez par la suite, le taux de finition des mâles est plus important, évolue plus, augmente plus avec la conversion. Il faut plus de temps pour mettre en place cette finition, et donc effectivement, on a des évolutions qui peuvent prendre du temps, jusqu'à 7 ans, pour atteindre là 50% des bœufs qui répondent aux attentes de la filière. Donc voilà, effectivement, c'est peut-être pas immédiat, on peut avoir cette mauvaise idée, peut-être que les animaux produits ne correspondent pas aux demandes de la filière, mais si c'est en mâle, il faut prendre du temps pour que voilà, cette compétence s'acquiert. Mais après, c'est acquis et donc ça correspond bien aussi aux besoins de la filière. Et pour tout ce qui est, par exemple, des vaches, la conversion n'a pas trop d'impact. Voilà, c'est l'exemple de résultat. La question de la qualité des carcasses a été étudiée à partir de différentes données. En tranche 1, on a fait ça à partir de données issues de collecteurs-abatteurs, qui montraient effectivement plutôt une bonne adéquation déjà avec les animaux issus de nos élevages et puis les attentes de la filière. En tranche 2, nous sommes partis des données Normabev dans les fiches filières. Alors là, du coup, on a même toutes les données Normabev sur des animaux qui ont été suivis en 2020, de mémoire, je ne sais plus, sur le Massif central. Donc là, on avait vraiment un échantillon plus large, et là aussi, ça confortait ces résultats en termes d'adéquation. Et puis donc, le résultat que vous a présenté, une diapo précédente, Christelle, sur le zoom sur les attentes de la filière à partir de notre échantillon de fermes suivies dans l'étude multiperformance, qui conforte aussi cette idée qu'il y a aussi adéquation offre de ces systèmes bio et la demande. Et puis du coup, si vous voulez en savoir un peu plus sur les volets de trajectoire, il y avait un petit focus web qui détaille aussi nos résultats sur l'évolution de la finition au cours de la trajectoire.
Voilà. Donc, pour les principaux livrables, il y en a aussi d'autres à disposition sur le site web. On vous a mis les plus importants. N'oubliez toujours pas de réagir sur notre site CLAP. Et là, on va continuer toujours sur les trajectoires. Là, on avait vu le côté trajectoire, évolution de la finition, du taux de finition en termes de trajectoire. Mais ces trajectoires nous ont permis aussi d'étudier certainement d'autres choses. Donc, ces trajectoires, je reviendrai là-dessus, pourquoi elles ont été faites, c'est un petit peu plus tard, mais du coup, c'est un peu bizarre comme déroulé, mais voilà. Elles nous ont aussi permis de comprendre comment fonctionnaient aussi évoluer les systèmes au cours de leur évolution avec la conversion. Donc, ce travail a été fait sur 14 fermes qui ont été situées sur 5 départements du Massif central, plutôt dans le grand quart nord-est. Des trajectoires qui ont été étudiées pendant au moins 5 ans, et souvent des fois plus de 7 ans. Et donc, l'étude a été de l'année de la conversion jusqu'à 2020 ou 2021, suivant les exercices comptables complets qu'on a pu récupérer. Ce ne sont pas les mêmes fermes suivies dans l'étude performance, tout simplement parce que pour faire cette étude, il nous fallait avoir un diagnostic de conversion. Et là, du coup, les fermes qui étaient suivies dans l'étude de performance n'avaient pas forcément, même très peu de diagnostic de conversion. Donc, on a d'autres échantillons de fermes qui ont été étudiées ici. Alors, bon. De nouveau, voilà, mais je ne sais pas, ça va mettre très longtemps à réagir, et puis du coup, excusez-moi. Quelques exemples de résultats intéressants au niveau de ces trajectoires, c'est qu'effectivement, avec la conversion, donc vous avez le tableau en haut à gauche, vous avez notre échantillon de 14 fermes qui est comparé avec la moyenne de référence 2019, donc issue du projet bioréférence dont on vous a déjà parlé. Donc du coup, on peut comparer du coup à cette référence 2019 la moyenne d'échantillons l'année avant conversion et puis en gros la moyenne en 2020 ou 2021. Donc du coup, on se retrouve avec des systèmes qui ont, par exemple, pas trop fait évoluer leur part de prairies sur la SAU, elle a un petit peu diminué. Globalement, on a deux grandes tendances. Soit elle augmente les prairies, soit il les diminue, mais à ce moment-là, soit pour faire de la cultiver entre guillemets d'énergie ou des protéines. Mais la majorité des systèmes ont plutôt augmenté leur part de prairies ou elle est restée constante. Ces systèmes-là, avec la conversion, ont augmenté, comme je le disais précédemment, c'était rapidement, mais en gros, la finition a augmenté. Donc, on a des systèmes, par exemple, qui finissaient déjà avant la conversion, tous les mâles et les femelles, ils ont continué à le faire après la conversion. 4 élevages finissaient une partie des femelles et ils ont augmenté cette part de femelles finies. Et ils ont augmenté aussi la part des mâles finis, même s'ils continuaient à vendre une partie de leur maigre. Et puis, nous avons 5 systèmes qui faisaient des broutards un peu finis et puis qui vendaient tous leurs mâles en broutard. Là, ils ont fini toutes leurs femelles, mais ils continuent à faire tous les mâles en broutard. Et puis, un autre cas aussi, c'était le cas où les femelles ont augmenté aussi en termes de finition et ils ont aussi augmenté leur part des mâles. Et en gros, donc globalement, le taux de finition a augmenté. Mais alors, ce qui est peut-être paradoxal, c'est que la consommation de concentré a nettement diminué. On voit bien que les moyennes le montrent bien par rapport à l'année précédant la conversion et puis la moyenne 2020-2021, donc une baisse qui est en moyenne de 28% de consommation de concentré. Ils peuvent même être beaucoup plus fort puisque certains n'ont pas du tout fait évoluer et d'autres l'ont fortement diminué de l'ordre d'une baisse de 70%, donc l'amplitude est très large. Et on voit le conséquent directement au niveau notamment de résultats économiques, puisqu'on a un EBE sur l'unité de main-d'œuvre exploitante qui a très nettement augmenté, qui est devenu tout à fait comparable à la moyenne référence du projet de référence. Donc voilà, des éléments qui montrent bien que ces systèmes à la conversion peuvent devenir très efficaces, fournir plus de finition, consommer pour autant pas plus de concentré, voire augmenter leur autonomie en termes de concentré et atteindre un résultat économique tout à fait intéressant. Donc là, pour en savoir plus sur ces histoires de trajectoire, sur ces études de trajectoire, vous avez une synthèse complète avec le détail des résultats que je vous ai présentés, qui existent. Le focus web dont j'ai parlé, mais qui représente aussi ces éléments d'évolution et qui est aussi, vous pouvez récupérer ou le diaporama ou écouter aussi son enregistrement sur YouTube, sur la chaîne YouTube du pôle Lyon. Et puis vous avez, si certains vous souhaitent, carrément, vous pouvez vous plonger dans le rapport d'études du stage qui a été conduit sur ce sujet-là. Je reviendrai un peu plus tard sur ces études de trajectoire qui nous ont servi à pas mal de choses. Voilà, toujours n'oubliez pas de réagir si vous avez des questions de compréhension. Bien.
Donc, nous allons changer de thème de travail. Après la question d'étudier les systèmes, nous avons tout un travail sur comment mieux connaître, on voulait mieux connaître les demandes des filières ou encore la perception des viandes bio à base d'herbes entre des distributeurs et des consommateurs. Ce travail a été conduit aussi bien en tranche 1 qu'en tranche 2, mais le plus gros travail a été fait en tranche 2 et donc quelques-uns de ces résultats clés vont vous être présentés. Et du coup, je passe la parole à Bastien, mais du coup, Bastien Boissonnier du Cluster Bio. Ah, il est là. Il est là, on ne t'entend pas. Il arrive là. Voilà, bonjour Bastien. Ah. On ne t'entend pas, Bastien. Le temps que Bastien retrouve son micro, les contributions arrivent sur le tableau. Donc, avec vos téléphones, vous n'avez pas accès au tableau, mais je vous ai remis les liens pour y avoir accès avec votre ordinateur pour pouvoir voir ce qui est écrit dans les différentes catégories. Avec votre téléphone, vous pouvez choisir la catégorie et y écrire directement un message qui s'affiche sur le tableau. Donc, beaucoup de propositions sur la notion d'impact carbone, des remarques sur des indicateurs de production nette de protéines et de valorisation de l'herbe. On a aussi quelque chose d'intéressant sur le lien entre les résultats technico-économiques et la complémentarité des circuits commerciaux. Et puis, un travail sur la qualité gustative, cette fois, de la viande bio. Voilà, je repasse. Alors, Bastien, tu as trouvé ton micro? Ah, non. On voit qu'il est bien ouvert, mais on ne t'entend pas. Mince. Donc, Bastien a encadré, c'est pour ça que c'est marqué enquête Cluster Bio, a encadré un projet d'étudiants de la licence ABCD basé sur la MFR de Annonay. Donc, Bastien. Alors, on va continuer, mais du coup, on reviendra sur la partie de Bastien un peu plus tard. Et je te propose, Anne, si ça te va bien, qu'on continue, mais sur le côté attendre la restauration collective. Je ne sais pas si c'était ta partie. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va. D'accord. Donc effectivement, Anne Egelin de la Fédération régionale des producteurs bio Auvergne-Rhône-Alpes, dans la thématique d'identifier un petit peu quels étaient les besoins et les attentes des différents opérateurs économiques de l'aval en dehors des filières longues. Un focus et une enquête a été menée pour essayer d'identifier quelles étaient les attentes spécifiques de la restauration collective, avec des enquêtes auprès de différents acteurs impliqués dans la restauration collective, qui avaient déjà introduit ou pas, ou tenté d'introduire sans succès, ou avec des degrés de succès plus ou moins importants, tenté d'introduire de la viande bio dans les repas en restauration collective. Donc un travail à la fois bibliographique et d'enquête auprès des acteurs. Ce qui ressortait de l'identification de ces attentes, de ces freins et de ces leviers, c'était avant tout un gros problème de contraintes qui était ressorti et qui s'impose un peu aux acteurs, avec 4 types de contraintes majeures qui ont été identifiées. Tout d'abord, une contrainte liée au prix. En effet, en restauration collective, les budgets sont quand même très contraints et nécessitent du coup des arbitrages entre la part dédiée au prix d'achat des denrées et la composition du prix des repas, qui inclut aussi la rémunération des agents et tout ce qui couvre les frais liés aux locaux et à l'énergie. Mais du coup, c'est une équation difficile à trouver si le prix des denrées dans la constitution du prix des repas est trop importante. Du coup, l'équation ne marche plus. Donc la première contrainte est autour du prix, ce qui du coup renvoie à la deuxième contrainte qui est liée au choix politique pour les arbitrages, pour savoir quelle est la part de produits bio et de viande bio dans les produits bio que l'on veut introduire en restauration collective. Ces arbitrages nécessitant des choix, et du coup, la pondération des différents critères de choix interviennent de façon différente selon les choix politiques qui sont pris. Le troisième élément de contrainte qui a été identifié est lié à la nature de passation des marchés. En effet, les opérateurs de la restauration collective ont plus ou moins de marge de manœuvre selon que les marchés sont régis
par le principe des marchés publics ou si certaines négociations peuvent se faire dans une logique de gré à gré. Tout dépend du coup de la façon dont les appels d'offres sont construits, s'ils permettent ou pas la constitution de lots plus petits qui permettent du coup de rentrer en logique de gré à gré et donc à ce moment-là plus facilement de laisser de la place à de l'introduction de produits bio et notamment de viande bio plus locale et donc de bien valoriser les productions de viande bio, notamment celles produites à l'herbe. Enfin, le dernier élément de contrainte qui a été identifié relève des modalités de gestion des cantines, notamment si elles sont en gestion concédée ou en gestion directe ou tributaires de cantines centrales, par exemple. Évidemment, plus les cantines sont soumises à des contraintes extérieures, moins elles ont de marge de manœuvre et donc plus elles auront de difficultés à introduire de la viande bio dans leur repas et donc à contribuer à la valorisation de la viande bio à l'herbe dans leur repas au quotidien. Voilà pour les éléments principaux qui ressortent du volet restauration collective. Est-ce que du coup, Bastien, tu es revenu parmi nous? On a perdu Bastien? Il se reconnecte, il se déconnecte, mais c'est pas stable. Ah, c'est pas stable. Attends, j'essaie d'appeler le téléphone. Sinon, on va proposer à Anne de prendre sa place, de faire le backup, le joker. Désolée pour ces problèmes techniques. Alors, du coup, je vais revenir sur vous en attendant de voir ce que ça donne. Donc, Marianne, ça a dû recevoir un message de Christelle. À première vue, en tout cas, celles qui sont dans la salle ne peuvent pas voir tous les tableaux en même temps. On ne peut même pas envoyer. Donc, si, elle a envoyé. Donc, ça y est, là, c'est parti. Voilà, donc Christelle arrive bien. Donc, on ne peut pas voir, même sur l'ordinateur, on ne voit pas tous les tableaux en même temps. Il faut choisir sa catégorie. Du moins, c'est le cas pour ce qui est de mes deux voisines. Alors, juste écrire un message. Donc, je voilà. peux prendre, si mon micro fonctionne toujours, je peux essayer de servir de porte-voix à Bastien. Voilà, voilà, désolé Bastien. Mais donc du coup, Anne, je t'en prie, prends le relais. D'accord. Donc toujours dans l'étude, dans la logique d'essayer de décortiquer un petit peu les attentes et les contraintes des différents distributeurs. Donc on a passé en revue la restauration collective. En matière de distributeurs, plutôt magasins spécialisés, bouchers, restaurateurs, le cluster bio a également mené une étude de son côté avec des enquêtes auprès de différents opérateurs de la région, donc des distributeurs, des restaurateurs, des magasins spécialisés, des boucheries traditionnelles ou des magasins spécialisés ayant un rayon boucherie traditionnelle, pour essayer de cerner quelles étaient leurs attentes spécifiques par rapport à de la viande bio à l'herbe. L'un des critères qui pouvait ressortir et qui était identifié comme étant une des attentes qui peut être valorisée par ces différents distributeurs, c'est la nature locale des produits, sur lesquels il est donc possible de communiquer, de s'appuyer et de raconter une histoire en quelque sorte. Le deuxième volet est bien sûr le prix. L'idée étant qu'on peut bien valoriser un produit et lui donner toute sa valeur avec un prix rémunérateur, mais dans la limite de l'équilibre économique de l'opérateur qui distribue et qui vend la viande bio, évidemment. Le troisième critère est bien entendu aussi la qualité. L'idée étant d'avoir le bon rapport qualité-prix et de faire en sorte que la qualité se retrouve si le produit qui est vendu présente un prix à l'achat pour les consommateurs supérieur. Et bien entendu, une attente qui est plus une question qui est de donner la possibilité aux distributeurs de type magasins spécialisés, boucheries, etc., restaurateurs, de donner des billes, entre guillemets, pour pouvoir identifier quelles sont les plus-values du bio. La plupart du temps, la communication positive autour des éléments qui constituent le cahier des charges de la bio sont plus connus de l'amont de la production, parce que ceux qui produisent en agriculture biologique maîtrisent parfaitement les éléments du cahier des charges et voient quelles sont les plus-values ou les efforts qu'ils peuvent faire, notamment en matière environnementale et sociétale. Ces éléments sont peut-être moins connus par les distributeurs. On peut peut-être passer à la diapo suivante. Voilà. Juste un complément de Bastien qui le faisait dans le chat, vu qu'il ne peut pas parler.
Il disait qu'il y avait une vraie attente sur la qualité et parfois de la déception des opérateurs sur la qualité gustative. Ça rejoint une question qui est posée dans le booklab, là, sur une étude qui serait intéressante sur la qualité gustative de la viande bio. Donc, besoin d'arguments pour mettre en avant la viande bio. Et aussi la question, qu'est-ce qui différencie le bio du conventionnel, surtout quand c'est local pour le consommateur. Je te laisse la main. Merci pour ce complément. Désolée, Bastien, de ne pas avoir été au plus près des messages que tu voulais passer, mais du coup, je tâcherai de faire plus attention aux remarques que tu mets dans le chat. Du coup, la question qui se posait ensuite, c'était de pouvoir avoir une vision des constats qui sont ressortis de ces différentes enquêtes menées et pilotées par le cluster bio. Type de distributeur par type de distributeur. Donc, concernant les magasins bio, le constat était avant tout un manque d'une offre locale en libre service et pourtant une forte dynamique constatée s'il y a un rayon traditionnel. Mais évidemment, la mise en place d'un rayon en boucherie traditionnelle n'est pas possible dans tous les magasins bio. En termes de constat dans les GMS, force est de constater que la distribution se fait uniquement en libre service et qu'il n'y a pas de possibilité de mettre en place un rayon traditionnel car nécessitant trop de logistique et trop cher. En boucherie, le premier critère, c'est ce qu'évoquait tout de suite le complément de Bastien via le chat sur le côté, c'est avant tout la qualité gustative qui est mise en avant et donc il faut qu'elle soit au rendez-vous. Le bio étant à ce moment-là plus un bonus pour pouvoir communiquer, sauf dans le cas des boucheries bio où là évidemment c'est une condition sine qua non. Quant aux restaurants commerciaux, le local et le bio sont un plus sur la carte qui permet de mettre en avant des démarches spécifiques, mais c'est avant tout le prix qui prime. Quant aux enjeux pour développer l'offre de bio en circuit court, il ressort d'une façon générale un intérêt, mais avec quand même des questions de prix qui ressortent dans les 4 catégories de distributeurs, en sachant que c'est quand même du coup un élément central autour desquels on peut ou pas activer le levier pour renforcer cette offre. En magasin bio, les questions de logistique et de livraison sont aussi centrales pour pouvoir renforcer les approvisionnements. Et le constat d'un manque d'offres locales préemballées qui pourrait éventuellement faciliter la mise à disposition de viande bio locale produite à l'herbe. En GMS, a priori, peu de perspectives s'offrent, en tout cas dans le contexte des enquêtes qui ont été menées l'an dernier. En boucherie, il y a beaucoup plus d'attentes de local, donc il y a potentiellement de la place pour développer cette offre en circuit court, à la condition qu'il y ait une relation de confiance qui se soit mise en place entre les éleveurs qui approvisionnent et les bouchers. Enfin, en restauration commerciale, c'est un secteur qui peut être un secteur en développement, en particulier en offrant des produits plus sous forme de morceaux et en veillant au résultat de la qualité finale du produit, même si on a pu démontrer que, au final, même s'il n'y a pas une obligation de résultat, la qualité peut tout à fait être au rendez-vous en production bio. Voilà. Bastien, tu as peut-être autant de rajouter des choses sur le chat, un complément. Juste une précision, c'est que l'enquête qui vient d'être présentée a été réalisée en 2022. En mars 2022. Au niveau des prix, j'ai oublié de préciser, dans les études de performance, vous trouvez sur le site du pôle un petit focus sur les coûts de production qui, si tu veux en dire un mot, Christelle. En fait, c'était un peu un exercice qui nous avait été demandé par la coopération et par les partenaires aussi, parce que l'année 2022 a tellement été atypique, avec à la fois la sécheresse forte sur l'ensemble du territoire, mais aussi avec la flambée des intrants. Voilà, donc c'était de pouvoir, sachant qu'on n'avait pas encore les données des termes de référence, estimer un petit peu les coûts de production 2022. Et en fait, ce qui est donc les coûts de production sont en augmentation. Ça peut paraître comme ça un petit peu bizarre, mais en fait, tout l'ensemble de toutes les charges, on a nous ce qu'on appelle un indice qui fédère 70% des charges qui composent le coût de production, qui s'appelle l'indice IPANPA.
Donc, c'est suivi par l'INSEE. Donc, on sait mois par mois comment cet indicateur évolue. Chaque charge va évoluer. Donc, on l'a cliqué sur chaque élément du coût de production. Et par exemple, pour vous donner le carburant, entre 2021 et 2022, la hausse a été de 51%. Donc, en fait, vous êtes éleveur bio, vous allez faucher, vous allez donc utiliser votre tracteur parce que vous ne faites pas la faucille à la main. Donc, forcément, vous allez avoir une dépense de carburant qui va augmenter de 50%. Donc, mathématiquement, on a des coûts de production qui vont augmenter. De même, sur la partie charge alimentaire, même si les bio consomment très peu d'aliments achetés, hein, et ben, vu que ça augmente un petit peu, la part aussi augmente. Et puis, l'année 2022, revalorisation du SMIC, même 2 fois sur une année, c'était quand même exceptionnel. Et du coup, ça va aussi impacter le coût du travail. Donc, on a des coûts de production qui sont en hausse. Et c'est vrai que pour les naisseurs-dresseurs de veaux, on a des niveaux qui n'ont jamais été atteints, hein, puisqu'on dépasse, on arrive quasiment à 780 € pour 100 kg de carcasse pour 100 kg de viande vive, pardon. Et donc, du coup, c'est des coûts de production qui sont assez hauts et qui sont la résultante, en fait, à la fois de ces hausses de charges et les conséquences aussi d'une petite baisse de résilience suite à ces aléas climatiques. Voilà. Donc, on a choisi de faire des livrables en recto verso pour que ça soit facilement utilisable. Donc, on espère que ce format vous conviendra. Donc, vous pourrez nous dire aussi dans vos remarques. Donc, c'était pour faire écho sur la question des prix. C'est difficile pour à l'autre bout, mais effectivement, malheureusement, ça augmente. L'inflation, voilà, tout a augmenté. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a des prix et que les éleveurs vont voir les opérateurs en disant qu'il faut augmenter aussi un peu parce que les charges aussi ont augmenté chez eux. Voilà. Donc, voilà pour cette partie. Et donc, nous allons passer sur une autre partie, excusez-moi, mieux comprendre les stratégies de vente des producteurs. Et c'est nouveau Anne qui est à la parole là. Anne, tu es toujours là? Oui, oui, tout à fait. C'était le temps de rebrancher mon micro. Donc, dans la continuité, histoire de savoir quelles étaient du coup les attentes en circuit de proximité, la question d'après, c'était de se dire, est-ce que le fait de choisir de vendre en circuit court pouvait avoir des répercussions sur les stratégies des fermes en matière de choix techniques, de choix de pilotage d'élevage, et du coup, quels étaient les effets combinés et les effets miroirs entre je choisis un circuit de commercialisation qui prévoit une part de vente directe ou de vente en circuit court, du coup, comment je vais adapter mon système d'élevage ou comment je contacte et comment j'organise ma commercialisation avec un système d'élevage tel que le mien, dans l'idée de trouver la meilleure adéquation possible entre les choix techniques et la valorisation économique qui est derrière. Cette étude, du coup, a été menée en s'appuyant sur les données déjà collectées dans le cadre du projet Bioviande et en étant ensuite retravaillée avec des enquêtes complémentaires qui ont pu être faites auprès des éleveurs pour comprendre quelles étaient leurs stratégies techniques, économiques, organisationnelles et quel effet ça pouvait avoir, quel effet le fait d'avoir choisi de vendre tout ou partie des animaux en vente directe pouvait avoir comme effet sur leur pilotage d'exploitation. Il s'avère que du coup, les éleveurs ont pu développer des leviers techniques et organisationnels adaptés au fait de vendre des animaux en circuit court ou en vente directe en étant finis majoritairement à l'herbe, notamment dans l'idée de trouver la meilleure complémentarité possible entre les différents circuits de commercialisation, de ne pas mettre tous ces œufs, toutes ces côtelettes dans le même panier en quelque sorte. De s'appuyer également sur la saisonnalité, et d'en tenir compte comme étant un outil, en tout cas de communiquer sur le fait qu'il était possible parfois de ne pas avoir de la viande produite tout le temps et donc à la disposition tout le temps, ce qui nécessite du coup de la communication auprès des clients. De pouvoir adapter le type d'animaux aux différents circuits de commercialisation. Par exemple, quand il est question de faire de la vente directe en colis, parfois avoir des petits animaux, ça permet d'avoir un nombre de colis plus limité et de pouvoir avoir un meilleur équilibre des différents produits que l'on met dans les colis. Et enfin, toujours dans l'idée de jouer la complémentarité entre les circuits de commercialisation, ça permet et ça donne aux éleveurs la possibilité de retomber sur leurs pattes en matière d'équilibre carcasse et donc d'équilibre matière. Donc de valoriser au maximum
tous les animaux et toutes les parties d'animaux dans les différents circuits en complémentarité. Cela dit, trouver ces différentes adaptations, on est dans une logique de dentelle en quelque sorte, et du coup, ces leviers sont coûteux en temps, en énergie, et parfois pas rémunérateurs au final, à hauteur du temps passé pour les éleveurs. Ces différents leviers restent activables dans certains contextes territoriaux, notamment quand il est question d'avoir suffisamment d'outils d'abattage ou de préparation pour permettre aux éleveurs justement de bien valoriser en vente directe, donc d'avoir des outils de découpe, de conditionnement des différents colis quand ils veulent faire de la vente directe par exemple. Dans tous les territoires, ce n'est pas toujours possible parce que ce type d'outil n'est pas forcément possible. Et puis, les débouchés ne sont pas aussi mobilisables partout. Ça dépend des bassins de consommation. Ces différents leviers restent bien sûr gérables sur des petits volumes. Il ne s'agit pas du tout de concurrencer les volumes qui sont traités dans les filières longues. Ça permet vraiment de jouer la complémentarité des circuits de commercialisation. Et enfin, par rapport au cas spécifique de la commercialisation en restauration hors domicile, c'est vraiment un levier qui permet au maximum de retrouver un équilibre carcasse, donc de valoriser la totalité des carcasses qui sont abattues, mais dans une certaine limite et dans la mesure où ça permet vraiment d'avoir un équilibre matière, mais pas forcément un équilibre économique pour les producteurs. Donc de toute façon, la RHT, du point de vue des éleveurs, vient en complémentarité des autres circuits, mais n'est pas forcément le circuit central de commercialisation et de valorisation. Voilà pour l'essentiel. Merci Anne. Je laisse le temps de digérer toutes ces informations très denses. Juste en termes de livrables éventuellement complémentaires, enfin, même s'il en sera question plus tard, pour le décortiquage de ces différents leviers, nous avons pu du coup réaliser dans le cadre d'un stage de fin d'études d'ingénieur 5 monographies qui décortiquent les logiques et les stratégies de différents éleveurs qui valorisent entre 30 et 100% de leur production de bovins finis en vente directe. Bien. Tu veux que je prenne la main, tu prends la main, continue. Anne? Comme tu préfères. Ah, vas-y, continue si tu veux. Très bien. Si je parle trop ou si j'articule pas assez, n'hésitez pas à me le dire. En termes toujours de décortiquage et de compréhension des équilibres et des choix entre technique et économique, comme Myriam l'a évoqué tout à l'heure, nous avons à nouveau valorisé le travail qui a été mené autour des trajectoires de conversion en se posant la question, est-ce que le fait d'avoir ou pas de la vente directe en amont de la conversion des élevages allaitants, quel effet ça a en termes de trajectoire, en tout cas, comment se passe la trajectoire de conversion selon qu'il y a ou pas déjà de la commercialisation en vente directe avant. Il s'avère que, bon an, mal an, les constats qui en ressortent, c'est que trouver de nouveaux débouchés de commercialisation, notamment pour les mâles, qui est quand même une question centrale au moment de la conversion, est coûteux en temps, en énergie, en réflexion, et donc demande du travail supplémentaire pour les éleveurs. Et que les solutions qui sont envisagées reposent quand même en grande partie sur la création de liens directs entre les éleveurs et les acteurs qui découpent la viande et qui peuvent être en capacité d'aider les éleveurs à proposer des produits qui sont adaptés à la vente directe. Donc, c'est le livrable. Donc, je reviendrai sur la question de la trajectoire plus en détail un peu plus tard, mais voilà. Très bien. Donc, du coup, les livrables, sur ce côté-là, voilà, les monographies dont tu parlais, tout est accessible sur le site du pôle. Si vous voyez des bugs, n'hésitez pas aussi à nous le dire parce que tout est tout frais. Hein. On a refait la page du projet récemment pour pouvoir mettre tous ces nouveaux livrables. Et donc aussi, vous aurez des éléments en lien avec les stratégies de vente dans les études de conversion, comme on vient de l'évoquer. N'hésitez pas, si vous ne le saviez pas encore, ben voilà, je vous le redis, d'aller faire vos petites remarques, réactions sur Woodclap.
Et on va passer l'avant-dernier grand thème qui a été travaillé dans le projet, c'est effectivement s'outiller pour renforcer l'adéquation entre marché et production de viande bio du Massif central. Donc là, ce travail a été fait sur les 2 tranches et c'est centré surtout sur les bovins, qui a donné lieu à les fiches filières, donc on a certaines ont été évoquées déjà et vous présenterez ça un petit peu plus en détail, et puis aussi la question d'anticiper la production des viandes bio suite à la conversion en élevage à forte valorisation de l'herbe du Massif central, et qui ont donné aux études notamment de trajectoire. Ben voilà les grands termes que je vais aborder là maintenant, très rapidement. Donc pour ce qui est des fiches filières, eh bien, ces fiches filières ont été un petit peu un fil rouge tout au long de notre projet. Elles ont été très riches pour beaucoup de choses. Donc, du coup, c'est des fiches filières qui ont demandé un gros travail de co-construction parce qu'elles ont été vraiment co-construites avec les acteurs de Laval qui ont participé à ce travail-là. Nous les en remercions fortement, notamment via des ateliers. Donc, il y a eu comme ça une première phase de co-construction qui était pilotée à ce moment-là par la Chambre régionale Bourgogne-Franche-Comté qui a eu lieu entre 2018 et 2020, qui a donné lieu à une première édition des fiches qui a été diffusée en 2021. Cette première édition a servi notamment aux études qui ont été faites de la 2022 dans la tranche 2 de Bioviande, comme vous l'a montré par exemple le résultat sur la question de l'adéquation de l'offre et de la demande présenté par Christelle dans le volet études des performances des fermes. Mais en tranche 2, en 2022, on a aussi souhaité relancer un travail de réflexion, de voir s'il y avait besoin ou pas de réactualiser ces fiches-là. On a posé la question aux acteurs de la filière, est-ce que ces fiches, telles comme on les a construites en tranche 1, vous conviennent ou est-ce qu'il faut les réactualiser? Eh bien, oui. On a eu une nouvelle phase de concertation assez importante qui a été tout à fait intéressante parce qu'elle a été faite avec des acteurs qui étaient aussi présents en tranche 1, mais d'autres acteurs aussi qui n'étaient pas là. Et donc, du coup, on a élargi un petit peu ce champ d'acteurs qui vont s'impliquer là-dedans. Et donc, ça donnait une nouvelle édition qui va être officiellement lancée aujourd'hui, hein, même si elle est déjà mobilisable. Alors, qu'est-ce que ça a donné comme changement entre ces deux versions? Je vous donne juste un exemple sur les bœufs. Vous voyez que déjà, on n'a pas tout à fait les mêmes classes de débouchés. Alors, on a très bien vu aussi que le contexte de crise pouvait aussi changer les discours avec toujours un balancement, un équilibre entre ce qui serait idéal. Donc, du coup, un peu là, les fiches reprennent un peu, en fin de compte, les demandes un peu exprimées par la filière, mais de manière un petit peu idéale, standardisée, suivant les débouchés, même s'ils ont un petit peu été exprimés différemment entre les deux éditions. Mais on voit bien qu'avec la crise qui actuellement on rencontre au niveau des filières bio, on voit ce qui serait bien demandé, mais finalement, avec ces circonstances de crise, on n'a peut-être pas forcément les mêmes demandes. Mais bon, on voit quand même qu'il y a eu quand même des évolutions. Donc, ce qui nous a amené à faire évoluer un petit peu ces fiches-là. En termes de présentation, c'est toujours un recto verso facilement mobilisable par les acteurs du conseil, mais les messages ont un petit peu changé et même les formulations des débouchés. Ce qui a aussi changé, c'est les données d'abattage, parce qu'effectivement, l'idée, c'était aussi de mettre sur ce document-là en vis-à-vis et les demandes de la filière et ce que a été produit au niveau du Massif central. Donc, en tranche 1, on avait été travailler sur des données, comme je le disais, collectées auprès de collecteurs d'entreprises collectrices abattrices. Mais du coup, c'était des données d'abattage de 2017. Et là, on a réactualisé avec des données Normabel 2021 pour l'édition 2023. Donc, du coup, voilà, on a toujours aussi des fiches qui permettent de mettre en balance ce qui est de la demande et ce qui est de la production sur le Massif central. Ainsi, vous trouverez 4 fiches de ce type-là sur les vaches, les bœufs, les génisses et les veaux. Et puis, on a pu définir un cadre pour actualiser ces fiches. Donc, c'est un cadre méthodologique qui va faire l'objet d'une fiche synthétique qu'on n'a pas encore tout à fait finalisée, qui sera bientôt en ligne. Ces fiches-là servent aux conseils et servent aussi à faciliter le dialogue entre les différents acteurs. Puisque effectivement ce sont des tendances certes bien co-construites avec les acteurs des filières, mais après à chaque fois les agriculteurs doivent discuter avec son metteur en marché. Donc du coup chaque metteur en marché a ses petites particularités, petites spécificités, ses petites priorités. Donc du coup c'est aussi une base de dialogue. Voilà pour ce livrable-là qui a suscité beaucoup d'intérêt et de dynamique. Et donc on va
passer au deuxième point de cette question d'anticiper les productions de viande bio mais pas, pardon, je recommence, pour permettre une meilleure adéquation entre l'offre et la demande. On a aussi essayé de travailler sur une question qui posait un certain problème aux acteurs de la filière, c'était anticiper suite à la conversion. Effectivement, la demande a été formulée au début du projet bio-viande en 2017, parce qu'il était posé comme en 2018, donc il a été réfléchi en 2017. Et donc à ce moment-là, il y avait une demande très forte des acteurs de l'aval sur comment on peut mieux anticiper les animaux qui vont sortir des élevages après la conversion, pour nous derrière mieux anticiper pour le développement des débouchés adaptés. Ça correspondait aussi à un constat, c'est que nombre de producteurs pouvaient se convertir sans vraiment trop avoir réfléchi à leur commercialisation en ferme de conversion. C'est peut-être pas la situation actuelle, mais on a quand même travaillé là-dessus. Et en tranche 1, on a fait ça via une première méthodologie où on s'est dit, on va enquêter des éleveurs qui sont notifiés auprès de l'agence bio, qui sont en cours de conversion, on va voir ce qu'ils veulent faire en ferme de conversion. Donc là, ça nous a donné lieu à une première expérience avec un formulaire d'enquête, et puis qu'est-ce que permet ce type de travail, côté coûteux, enfin ses points forts et ses points faibles. Et puis en tranche 2, nous avons testé une autre approche complémentaire de la première, de la méthode enquête. La deuxième approche, c'était la question des trajectoires. Est-ce que les études de trajectoire peuvent nous permettre d'outiller les acteurs de l'aval ou du conseil pour pouvoir mieux anticiper sur les viandes produites après la conversion? Et donc, du coup, ce travail-là, vous avez vu, ça nous a permis de mieux comprendre les systèmes, de voir aussi mieux comprendre quel type de produit il faisait au cours de la conversion. Mais ça nous a permis quand même de voir qu'effectivement, les conversions, cette étude de conversion nous a permis d'avoir un outil qui peut aider aussi à anticiper la production avec la conversion. En effet, sur les 14 fermes qui ont été étudiées, il a permis d'identifier 6 grands critères, 6 grands points clés qui sont vraiment déterminants pour décrire les trajectoires. Ce n'est pas, comme on pourrait le croire, l'évolution de la part des prairies. Non, parmi ces grandes questions à poser au moment de la conversion, c'est effectivement, est-ce qu'il y a oui ou non envisagé un changement de race? Est-ce qu'il y a oui ou non volonté ou capacité de produire, de faire évoluer l'équilibre entre herbes produites et les céréales produites, une volonté de travailler, d'évoluer sur la charge de travail, ou alors la question aussi vis-à-vis du choix ou de la volonté des producteurs à faire évoluer sa capacité, à jouer sur sa capacité d'investissement, ou alors de passer plus de temps à la commercialisation, et ça revient au point qu'on a évoqué précédemment, notamment d'investir oui ou non la vente directe. Et avec ces 6 questions-là, ça nous permet de définir, ça nous a permis d'identifier 4 grandes trajectoires types qu'on a là identifiées, appelées simplement A, B, C et D. Et donc ici, par exemple, la trajectoire A, en termes de concentré, d'utilisation d'autonomie concentrée, elle avait déjà avant la conversion un niveau élevé d'autonomie et elle n'a pas évolué au cours de sa trajectoire de conversion et après. Elle était dans un troupeau plutôt de race lourde et elle n'a pas évolué à ce niveau-là. Ce qui a évolué, c'est le taux de finition où certes les mâles n'ont pas trop augmenté, mais les femelles, le taux de finition a fortement augmenté. Elle a été en circuit long, elle est restée plutôt en circuit long. Et par contre, ce qui est assez significatif, c'est qu'elle n'a pas forcément beaucoup investi au cours de cette trajectoire et sa charge de travail a diminué. Autre type de trajectoire que je pourrais aussi détailler là, pour vous présenter là ces trois types rapidement. Là, si on prend par exemple la D, voilà, on avait des niveaux d'autonomie qui sont constants ou qui sont un petit peu dégradés, c'est un peu moins d'autonomie. Il y a eu un changement de race lourde à race rustique. On a eu une augmentation très forte là de la finition, parce que là, du coup, on a les mâles et les femelles qui sont finis. Et puis, ils étaient en circuit long, ils sont restés en circuit long, mais certains peuvent avoir fait du circuit court. Le taux de travail quand même diminue, et puis l'investissement n'a pas forcément augmenté. Si on prend la trajectoire C, c'est un niveau d'autonomie qui est resté assez élevé. Là, on a au niveau d'évolution du troupeau, on a des cas différents suivant les fermes suivies. Le niveau de finition des mâles et des femelles était important et il restait important aussi avec la conversion. La vente directe était présente et ils sont restés en vente directe. L'investissement était quand même élevé et le taux de travail a augmenté.
Vous voyez, c'est le genre de critères qui permet d'avoir une idée de comment peut évoluer le système avec ces 6 questions. Donc, ce qui fait que dans la boîte outils qu'on est en train de construire, qu'on va finaliser, vous aurez ces questions, ces 6 points, ces éléments seront repris pour pouvoir permettre d'accompagner, de permettre aux conseillers ou aux acteurs de l'aval d'utiliser ces résultats-là pour discuter avec les éleveurs et ainsi mieux peut-être anticiper ce qui va sortir après la conversion. Voilà, donc du coup, les livrables aussi de cette partie s'outiller pour renforcer l'adéquation entre marché et production de viande bio. Donc du coup, vous avez les fiches filières, édition de tranche 1 et édition tranche 2. Une synthèse déjà citée sur les études trajectoires faites en bio la tranche 2, et puis la boîte à outils qui va bientôt être mise en ligne. Voilà pour cette partie. Et puis, n'oubliez toujours pas, si vous avez oublié depuis tout à l'heure, le boot clap. Et du coup, nous allons passer au dernier grand thème. Le temps passe et on va bientôt arriver à la phase d'échange. Et donc, le dernier grand thème, c'était travailler pour l'avenir. C'était aussi un point très fort du projet qui a donné beaucoup de choses, mais plutôt de l'immatériel, moins de livrables, c'est normal, puisque un des grands résultats, par exemple, c'était de développer une dynamique collective qui est devenue un atout pour l'avenir. Puis on a aussi travaillé sur la question de renforcer le conseil. Et puis une demande qui est venue très fortement au cours du projet, c'était comment mieux valoriser les résultats de bioviande pour pouvoir mieux communiquer sur ces viandes bio à base d'herbes auprès du grand public et nous les mettons en marché pour les distributeurs. Et puis aussi réfléchir à l'avenir et du coup sur ce dernier point, vous serez sollicité en fin de webinaire. Alors pour ce qui est de, si j'arrive à passer. Voilà, c'est ça. Développer la dynamique collective au sein du projet. Donc, vous avez pu voir en début du diaporama, le projet BioViande est un projet multipartenaire. Même si on est une quinzaine de structures, entre la tranche 1 et la tranche 2, entre 15 et 18 partenaires qui étaient membres financés, le collectif qui s'est investi dans les travaux du projet BioViande, c'est beaucoup plus large. C'est même un collectif très large qui était à l'origine même de la démarche collective qui était à l'origine du projet. Hein. Cette dynamique collective, ce collectif a été aussi résilient, puisqu'il s'est payé quand même un Covid, une crise, un projet, 2 tranches qui n'ont pas été consécutives. Et ce collectif a continué, s'est même développé. On a travaillé régulièrement avec au moins une dizaine d'acteurs de l'aval, pas forcément les mêmes dans les moments. Mais voilà, c'était très riche d'avoir ces acteurs-là autour de la table. Ça pouvait être des acteurs très régionaux, départementaux des fois, ou des acteurs nationaux, ou certains suprarégionaux. Donc vraiment, on a eu une grande diversité et c'était vraiment un point très fort du projet. Ce collectif a travaillé, a eu de nombreux temps d'échange, donc on peut au minimum en compter 7 temps majeurs de travail collectif, donc 2 journées filières. Je me rappellerai toujours d'un atelier presque sur le point de la table qui a eu lieu au sommet d'élevage, dans les sommets d'élevage, qui a regroupé beaucoup d'acteurs présents aussi au sommet d'élevage, qui m'a demandé, moi, de beaucoup arpenter les rayons du stand du sommet d'élevage pour les inviter et les réinviter. Mais voilà, c'était aussi très, très riche et cet atelier avait permis de réactualiser notamment les fiches filières. Ça a amené à des résultats très concrets, certains matériels et d'autres immatériels. Donc, du coup, des habitudes de travail qui sont partagées, une confiance, et aussi la complémentarité qui s'est vraiment développée entre ces différents profils d'acteurs, parce que dans le collectif, j'ai beaucoup parlé d'acteurs de l'aval, mais il y avait des acteurs du conseil, des acteurs de la recherche, des acteurs des instituts techniques, donc du coup, vraiment une très grande diversité d'acteurs qui étaient présents là. Vous verrez par la suite, ça a aussi permis de jouer sur les compétences de ces acteurs-là, en les augmentant. On a construit ensemble des livrables. On a aussi travaillé des thématiques en cours de projet en fonction des besoins des acteurs. Ça nous a permis d'être beaucoup plus réactifs aux besoins. C'est le cas, par exemple, des coûts de production, dont a parlé Christelle. Et puis aussi d'un autre livrable qui va vous être présenté par la suite. Et puis, ça nous a permis aussi dans ces dynamiques qui ont donné lieu, et là, je ne le précise pas dans ce diapositive, mais ça a donné lieu à d'autres projets de recherche et développement. Je peux citer ici un projet CASDAR, Renata Bio, plutôt axé sur les ovins, qui est piloté par notamment l'Institut d'élevage équitable et qui s'achève. Qui a été très complémentaire et qui, à sa création, à sa conception, s'est nourri de certains échanges de bioviande dans la tranche 1.
Et puis pareil pour un projet proverbial qui est là sur l'alternative au bois mâle en bovin viande, qui s'est aussi fortement nourri des questionnements, des échanges qui ont eu en tranche 1 du projet proverbial. Pardon, bio-viande. Donc vous voyez, c'est une dynamique qui a vraiment été quelque chose qui s'est construit, qui est à l'origine, mais qui s'est construit et renforcé, qui est vraiment un atout pour l'avenir et qui est un des résultats clés de ce projet-là, même si on ne peut pas le matérialiser en nombre de livrables. Et merci, vraiment merci à tous ces acteurs qui ont participé à cette dynamique. On a aussi travaillé pour l'avenir à la question de renforcer le conseil. Hein, effectivement, c'est un enjeu aussi très fort. Donc, ça s'est fait par deux biais. Le premier qui concerne les connaissances et qui a été piloté par Abiodoc. Donc, du coup, je vais passer la parole à Sophie Valex. Merci, Myriam. Donc, Abiodoc, c'est le Centre national de ressources documentaires en agriculture biologique. Et au cours du projet, déjà, on a fait connaître les outils, ce qu'on proposait, la base de données en ligne, les infolettes thématiques, à tous les acteurs du conseil qui étaient présents, même au-delà. On a fait une veille renforcée sur les documents qui avaient trait au sujet du projet. Donc, tout ce qui concernait les bovins, les ovins, la filière viande, l'élevage à l'herbe, le pâturage, l'engraissement, etc. et l'adaptation au changement climatique. On avait déjà des infolettes qu'on avait créées, je crois, dans la tranche 1 et avec bioréférence sur ces thèmes-là, mais on en a créé 2 de plus, donc sur les systèmes fourragers et le changement climatique pour les ruminants, et une deuxième sur l'engraissement et la finition en ruminants bio. On a aussi fait notamment une compilation bibliographique sur les scénarios prospectifs qui concerne l'élevage à l'horizon 2030-2050. Et puis, on a fait des formations à l'utilisation de la biobase, qui est notre base de données documentaire en accès libre, mais pour que les acteurs sachent mieux à la fois faire des requêtes documentaires et puis utiliser les résultats, les sortir, etc. Voilà l'essentiel. Et l'espace de collecte. Pardon. Et on a aussi créé dans le cadre de la tranche 1 un espace de collecte en ligne avec pour objectif d'avoir une veille collaborative entre tout le monde et puis aussi d'avoir de pouvoir récolter dès le dépôt du dossier des droits pour pouvoir éventuellement le mettre en ligne. C'est-à-dire que si le document n'est pas en ligne ou si le lien n'est pas durable, on aime bien pouvoir le stocker dans la biobase pour que les internautes puissent y avoir accès et puissent y avoir accès dans la durée. Ce qui n'est pas du tout évident avec des documents qui sont en ligne sur un lien. Et on s'aperçoit aussi que les documents sont téléchargés assez longtemps, même s'il y a des documents qui ont besoin d'être vraiment d'actualité. On a aussi des documents anciens qui sont encore bien téléchargés, notamment tout ce qui est les techniques d'élevage, par exemple, de pâturage. Et après, sur la filière, il y a des grandes données qui sont aussi valables dans le temps, même si, effectivement, BioViande permet de mettre à jour d'autres données. Voilà, donc ça, c'était important aussi pour pouvoir permettre de collecter tout ce qui était fait et tout mieux le valoriser avec la biobase qui permet plus de 300 000 téléchargements par an en moyenne, donc rien que sur les documents qui sont sur la biobase. Donc voilà, une bonne manière aussi d'amplifier nos résultats. Et donc l'autre point, on a travaillé sur les compétences directement des acteurs. Et là, j'ai passé la parole à ma collègue Aurélie, qui est derrière l'écran, qui fait tout, anime le chat, mais là, du coup, va prendre la parole. Oui, pas très longtemps, mais voilà, juste pour vous dire qu'au-delà de la valorisation et diffusion des connaissances, donc en dehors de l'équipe projet, on a aussi essayé de voir comment on pouvait augmenter les compétences des acteurs du conseil et donc des acteurs aussi de l'équipe projet. Et pour ça, on s'est appuyé sur la méthodologie AgriSavoir, qui a été développée par le pôle bio et l'INRAE, la branche anciennement IRSTEA de l'INRAE, qui est une méthodologie, une boîte à outils en fait, qui s'appuie sur les principes de gestion des connaissances et qui vise notamment à mieux identifier ses besoins et établir un plan d'action pour y répondre. Et donc là, on a utilisé cette méthodologie pour mieux partager, mieux diffuser au sein de l'équipe projet notamment les connaissances tacites de chacun des acteurs. Donc les connaissances tacites, c'est ce qu'on a chacun en nous et qui ne sont pas formalisées forcément à l'écrit. On a aussi valorisé les connaissances explicites que chacun avait en sa possession. Donc là, c'est des documents, c'est des choses plus formalisées, donc des documents, des vidéos, des choses comme ça.
Et donc, ce travail, ça a permis de mettre en valeur, de valoriser la mixité des profils qu'on a au sein de l'équipe projet, avec des acteurs qui viennent de différentes zones du Massif central, des acteurs du conseil, des acteurs qui travaillent plutôt avec l'aval, des acteurs plutôt de la recherche. Et donc, de favoriser les échanges. Donc, par exemple, avec Accueil Savoir, on a pu identifier des besoins pour certains, dont les autres avaient des connaissances, sur lesquels les autres avaient des connaissances à partager. Donc, ça a permis de faire ce travail-là, de mieux partager, de répondre à certaines questions au sein même de l'équipe projet et donc de le partager aussi au-delà. Et donc là aussi, on a fait un petit livrable sur le retour d'expérience qui sera bientôt disponible sur le site. Voilà. Notamment, ça nous a permis de vraiment faire des focus. Tiens, telle personne a telle connaissance, telle autre ne l'a pas. Donc, on a des petits ateliers d'échange. Donc voilà, c'était une manière en live d'augmenter ses compétences directement en présentiel. Donc c'était même pas en distanciel, donc ce qui permet d'augmenter ses compétences. On a aussi travaillé sur un autre aspect pour renforcer le conseil. C'était aussi une demande des acteurs. C'était, ben voilà, on voit que la question de collaborer ensemble, acteurs de l'amont et de l'aval, pour mieux accompagner les producteurs, c'est une question qui devient, semble-t-il, un outil qui devient de plus en plus important, de plus en plus efficace. Alors, il était prévu de mener des actions tests pour pouvoir améliorer ça. Avec le Covid, ça n'a pas pu se faire. Donc, du coup, on est parti sur l'expérience des partenaires de projet. On a analysé 8 retours d'expérience, différents types d'actions collaboratives amont-aval, entre l'organisation d'une formation ou carrément d'un salon. Voilà. Et donc, du coup, des expériences très diverses, mais qui ont permis d'identifier ce nombre de choses, des points forts, des points faibles, des points d'alerte qu'il faut vraiment prendre en compte pour que ce soit un succès. Et notamment, voilà, globalement, ce type d'outil est vraiment plébiscité. Et donc, avec, par exemple, le photographe qui représente les principaux apports de ce type d'action pour renforcer le conseil. Notamment, c'est plus de moyens et de plus de compétences ensemble que séparément. C'est, voilà, une source d'énergie, de concertation et puis d'interconnaissance aussi entre acteurs. Donc là, ça permet aussi de renforcer cette dynamique sur le long terme. Ça permet vraiment d'être en plus aussi au-delà même de la journée ou du salon. C'est quand même beaucoup plus de résultats pour l'agriculteur qui a plus de ressources à disposition, qui rencontre des personnes de profils différents. L'interconnaissance, je l'ai souhaité. C'est aussi un travail collaboratif qui est aussi montre de l'efficacité, toujours la question d'être ensemble pour être plus efficace. Et c'est aussi une manière aussi de remontrer que sa propre structure soit plus visible et mieux reconnue par les autres acteurs intervenants. Voilà des exemples de résultats qui peuvent être aussi mobilisés par des acteurs du conseil, ce qui nous amène aussi à avoir fait ces livrables sur cette expérience, cette analyse de retour d'expérience, pour pouvoir du coup permettre à d'autres personnes qui seraient intéressées par ce type d'action de se faire leur propre opinion avant de se lancer. Autre chose pour conforter l'avenir, c'était communiquer sur ces viandes-là pour développer de nouveaux débouchés peut-être. Et là, je passe la parole à Coralie, qui finira d'ailleurs. Merci Myriam. Donc effectivement, lors des différentes concertations, ce qui était ressorti, c'était qu'il fallait, on l'a vu avec les différentes présentations, communiquer auprès du grand public. Qu'est-ce que la viande bio? Comment on fait passer les messages, les grands résultats de bio-viande auprès du grand public de manière accessible? Et pour cela, nous avons travaillé sur des livrables un peu de communication, avec à chaque fois un petit rappel sur qu'est-ce que la viande bio, qu'est-ce que le label bio pour la viande, les grands enjeux de la filière, mais surtout, on a ressorti quelques grands messages clés en une phrase à chaque fois des résultats de bio-viande, que ce soit sur les résultats techniques, sur la rémunération des éleveurs, sur la biodiversité, sur le carbone, etc. L'idée, c'est que ce soit des livrables qui soient diffusables au plus grand nombre, que ce soit les acteurs de la distribution, de la transformation, les éleveurs en vente directe, et que le grand public puisse s'approprier les grands messages, que les acteurs des filières bio puissent communiquer sans peur de dire sur des faits. Voilà, on peut communiquer sur des faits qui sont issus d'une étude, à savoir bio-viande. Et pour cela, on a fait 2 formats. Un prospectus qui permettent du coup d'être assez facilement imprimables, que ce soit par un éleveur qui fait de la vente directe ou par de la grande distribution, ou un acteur de la filière viande qui est sur un événementiel, par exemple le sommet de l'élevage. Et un format plus infographie qui puisse être diffusable sur plutôt des supports tels que plutôt informatique par exemple, ou internet. Donc ça, c'est un livrable issu des différentes concertations. Merci, on peut passer à la suivante. L'idée
L'idée, c'est que BioViande ne s'arrête pas maintenant. Ce n'est pas seulement des résultats, des synthèses, des fiches filières et autres. C'est aussi toute une concertation. Il y a eu, comme l'a dit Myriam, il y a eu plusieurs séminaires avec des acteurs des filières. Ça a fait sortir donc des acquis qu'on vous présente lors des livrables, pardon, mais aussi des idées, beaucoup d'idées, beaucoup de propositions, de pistes de travail, de questions aussi, et des méthodes de concertation qui ont été développées. Et ça, là-dessus, l'idée, c'est quand même de pouvoir valoriser toute cette matière pour proposer des pistes pour les filières viande de ruminants bio à l'avenir dans le Massif central. Au final, sur cette partie, donc, pour travailler pour l'avenir, sur les différents types de livrables, ce qu'on a vu, c'est que, donc, comme je le disais, BioViande, ce n'est pas que des résultats, c'est toute une méthode de concertation. Abiodoc a donc travaillé sur la synthèse d'études de retour d'expérience. Quand on veut travailler sur ensemble, on ne sait parfois pas par où commencer, pas qui mettre autour de la table et quelle méthode mettre en place. Donc autant apprendre des autres, des difficultés qu'ils ont pu rencontrer, mais aussi des cas de réussite. C'est communiquer auprès du grand public, comme je viens juste de le présenter, donc avec un prospectus et une infographie pour pouvoir délivrer des messages clés, des résultats clés de BioViande de manière à ce que le plus grand public puisse l'avoir. Et c'est aussi se projeter à l'avenir parce que ça bouge très vite, on peut le voir, que ce soit sur le changement climatique ou autre. Et pour cela, Abiodoc a réalisé la compilation bibliographique sur les scénarios, les prospections et les questionnements liés à l'élevage de ruminants à l'horizon 2030-2050. Et vous trouverez tout ça sur le site de BioViande et de ses livrables. On a été très vite, c'était l'idée. On ne pouvait pas passer non plus une journée entière à vous présenter dans le détail les résultats. L'idée, c'était de vous donner à voir la diversité de résultats, la diversité de livrables que BioViande pouvait vous fournir. Libre à vous d'aller du coup creuser, d'aller chercher plus en détail et d'utiliser ces livrables. Ils sont faits pour ça, pour que les acteurs des filières puissent se les approprier. Ici, donc, en grande synthèse, ce n'est pas exhaustif, mais en grande synthèse, qu'est-ce qu'on a? On avait mieux connaître les performances des systèmes pour mieux accompagner les éleveurs et pour cela, sur le site de BioViande, vous aurez des résultats, des synthèses sur engraisser et finir des bovins et des ovins majoritairement à l'herbe, sur produire des agneaux avec un minimum de concentré et des résultats sur la multiperformance des systèmes allaitants bio majoritairement à l'herbe. Des fiches, des synthèses qui peuvent être utilisées par les conseillers, les producteurs ou les acteurs de l'enseignement pour diffuser un maximum les connaissances et les résultats qui sont sortis de BioViande. Un accent sur s'outiller pour renforcer l'adéquation entre marché et production. Donc là, on vous a présenté, il y a des fiches filières, il y a des zooms sur les attentes de la filière, faire le lien entre l'amont et l'aval. Une boîte à outils, anticiper les productions de viande bio suite à la conversion, qui comprennent des formulaires d'enquête, les questions clés à se poser au moment de la conversion et des trajectoires types, et j'en passe. Pareil, en termes de public, que ce soit conseillers, producteurs ou acteurs de l'aval, ce sont les livrables qu'on vous invite à vous approprier, à utiliser et à valoriser dans le cadre de vos activités. Mieux comprendre les stratégies de vente des éleveurs pour mieux anticiper et mieux les accompagner. Donc là, vous avez des monographies, des analyses de stratégies techniques et économiques, l'analyse des choix techniques et commerciaux des éleveurs. Pareil, conseillers, producteurs ou acteurs de l'aval, prenez en main ces livrables, ils sont là pour vous. Mieux comprendre la demande et la perception de la viande bio à l'herbe, puisque produire, c'est avant tout pour des consommateurs. Et pour cela, donc, vous avez une synthèse sur les attentes et les besoins des distributeurs, une synthèse sur les freins et les leviers à la commercialisation en filière longue, et une synthèse sur les attentes de la RHD. Et enfin, puisque le consommateur, c'est notre public final, on va dire, le bout de la chaîne alimentaire, comment communiquer sur la viande bio, rappeler au consommateur qu'est-ce que la viande bio à l'herbe du Massif central, quelles sont ses plus-values, sur quoi il peut se baser. Et pour ça, vous avez une synthèse des résultats de BioViande sur lesquels vous pouvez vous baser, et une brochure et une infographie que vous pouvez imprimer et communiquer
via vos supports. Voilà, du coup, vous pourrez tout retrouver sur le site du projet du pôle bio. Le lien est en haut, mais pas forcément visible peut-être pour tous, j'en sais rien. Et dans le chat. Et pas tous les livrables sont encore en ligne, mais dans quelques temps, tous le seront. Il y a encore quelques livrables qui doivent être finalisés. Ça se passe bien, on est en retard, donc c'est un projet qui se passe bien. Voilà.